Alors, pour introduire les débats qui vont suivre, je vais donner la parole à Dominique Méda. Dominique Méda est sociologue. Elle a beaucoup travaillé sur la question du travail et sur les questions d'égalité hommes-femmes. Et elle a été une des premières à relancer le débat sur les indicateurs de richesse en 1999 avec la sortie d'un ouvrage qui s'appelait « Qu'est-ce que la richesse ?» et elle a publié un autre ouvrage en 2008, « Au-delà du PIB, pour une nouvelle mesure de la richesse ». Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut retracer un petit peu très rapidement l'histoire de ce débat sur les indicateurs de richesse? Est-ce que ce que vient de dire M. Le Divnin est encourageant? Merci. Je voudrais commencer par te remercier, Isabelle, de faire ce débat et de croiser la question des indicateurs de richesse avec celle du genre et celle du care, en fait. Moi, j'étais arrivée en 99 à partir de questions sur le travail à la question des indicateurs de richesse. Pourquoi? Parce que je me disais, comment se fait-il que des activités aussi importantes pour nos sociétés que celles qui consistent à s'occuper des enfants ou des personnes âgées, d'une part, ou à faire des activités citoyennes, politiques, qui sont très insuffisamment développées, mais comment se fait-il que ces activités-là ne soient pas du tout valorisées, comptabilisées nulle part? Et je m'étais dit, il y a certainement un rapport avec ce que notre société met en avant, valorise particulièrement, qui figure dans le produit intérieur brut. C'est comme ça que j'étais venue à ces questions. Donc merci de continuer à exercer ta vigilance sur ces questions-là. Alors, je vous propose une petite réflexion pour introduire au sujet en 8 points. Premier point, insister sur le caractère un peu banal de la question et de la réponse. Qu'est-ce que c'est que la richesse? On passerait un micro dans la société aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que tu l'avais fait, tu avais fait un sondage. On reviendrait, on en arriverait au rapport de l'Observatoire national de la pauvreté qui a sorti ses informations très, très importantes il y a quelques jours, qui est qu'une personne sur 8 est pauvre en France et a moins de 900 €. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que la richesse? C'est certainement d'abord pour un certain nombre de personnes d'avoir un revenu et un revenu un peu décent, un peu conséquent. Mais alors, on a diffusé ça au niveau un peu macroéconomique, et donc il me paraît clair que depuis à peu près le XVIIIe siècle, on a assimilé société riche à société qui a une grosse production, un gros produit intérieur brut, une bonne croissance économique. Donc la richesse, c'est la production. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette assimilation? À part le fait que la croissance a amélioré considérablement les niveaux de vie des personnes, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, qui est extrêmement important, il me semble qu'il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre d'autres raisons qui ont appuyé cette assimilation, des raisons, je dirais, un peu philosophiques, notamment le fait que la production a été valorisée parce qu'elle permettait de tenir les hommes ensemble, de mettre en évidence un lien social liant les personnes de manière forte, mais également parce qu'il me semble qu'à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, la production et la consommation vont être mises en évidence comme des actes profondément civilisateurs. En produisant, je transforme le monde. En consommant, d'une certaine manière, je m'affine, je me transforme aussi moi-même. Et puis, il y avait des idées à partir du XVIIIe siècle aussi, de puissance, c'est-à-dire possibilité pour les différentes nations de se comparer. Et après tout, la manière la plus facile pour se comparer, c'est d'avoir des quantités, donc de mesurer les quantités de production, les quantités de biens et services sortis en quelque sorte, et de montrer ainsi à l'autre combien on était plus gros et plus fort que lui. Voilà, c'est ce que j'ai appelé un peu des raisons philosophiques, mais aussi raisons liées aux difficultés de faire autrement, c'est-à-dire si vous voulez vous comparer à d'autres ou montrer que vous êtes très, très fort et très puissant, si vous ne vous appuyez pas sur des quantités, sur quoi pouvez-vous vous appuyer? C'est très difficile de mettre en évidence des intensités ou des qualités. Par exemple, de dire, nous, on est plus fort parce qu'on est plus heureux, ou on a une meilleure santé, voilà, c'est quand même plus difficile. Et puis certainement des raisons liées à des corrélations rassurantes, je dirais, c'est que pendant longtemps, les principaux indicateurs renseignant sur l'état social, la santé, l'éducation, ont été dans le même sens et ont été très fortement corrélés à la croissance économique. Donc, pour résumer sur ce premier point, une tendance engagée depuis
depuis le XVIIIe siècle, d'assimiler la richesse à la grosseur de sa production et qui va arriver en 1934 à Kuznets et à l'invention du produit intérieur brut. Voilà, le produit intérieur brut qui va devenir l'indicateur fétiche de nos sociétés. Deuxième point, Kuznets, l'inventeur, il n'a jamais pensé que le PIB c'était un indicateur de bien-être. Et la plupart des économistes aujourd'hui disent qu'ils savent très bien que le produit intérieur brut n'est pas un indicateur de bien-être. Et cet inventeur, Kuznets, il a tout fait au contraire très vite pour essayer de corriger son indicateur et pour en faire un indicateur de bien-être. Et il va ainsi inaugurer une longue tradition, Tobin et Nordhaus et beaucoup d'autres, jusqu'à Janicatri Cadret, pour améliorer les indicateurs existants et essayer de se rapprocher d'un indicateur de bien-être. Par exemple, Tobin et Nordhaus parlaient des dépenses défensives ou des coûts de la civilisation urbaine et ils avaient déjà parfaitement compris que ça qui figure dans le PIB, c'est pas normal que ça y figure parce que c'est pas bon. C'est des dépenses qui visent à réparer ou à corriger un certain nombre de méfaits de la vie en société et donc faut pas les compter comme de la richesse. Donc voilà, mais simplement tout le monde fait comme si. Même si les économistes nous mettent en garde, les hommes politiques, les médias et dans la vie quotidienne, nous tous, nous faisons comme si le PIB était un bon indicateur et nous disait des choses sur la richesse de nos sociétés. Et donc, comme si plus gros était notre PIB, mieux notre société vivait. Or, j'en arrive à mon troisième point, il y a évidemment de grandes insuffisances au produit intérieur brut. J'en rappelle trois. Hein. Premièrement, le produit intérieur brut, il oublie des activités essentielles. C'est par ça que j'ai commencé. Il oublie toutes les activités qui permettent de la reproduction de la société, ce qu'on disait avant, à la reproduction, c'est-à-dire le travail domestique, les activités familiales, le bénévolat, bref, tout un tas d'activités extrêmement importantes pour la société qui sont comptées pour zéro. Et d'une certaine manière, que ça soit compté pour zéro, c'est pas très grave. Ce qui est très grave, c'est qu'on peut les détruire sans que personne s'en aperçoive, ou du moins sans que le PIB soit affecté. Deuxièmement, ce PIB, il n'est pas affecté, ou du moins pas affecté suffisamment, par les inégalités ou bien de production ou bien de consommation. C'est-à-dire si vous produisez une certaine quantité avec 10% de la population active ou avec 70%, ça sera peut-être évidemment différent, mais peut-être pas tant que ça. Et il n'est pas affecté non plus par les inégalités dans la consommation, puisqu'on regarde une moyenne. Et enfin et troisièmement, et c'est sans doute la chose la plus importante, ce PIB qui est un agrégat issu de la comptabilité nationale, il est issu d'une comptabilité qui n'est pas patrimoniale. Ça veut dire que vous regardez toujours des valeurs ajoutées qui viennent en plus, mais vous n'avez jamais à côté un fonds, en quelque sorte, un patrimoine sur lequel vous puisez pour faire cette valeur ajoutée. Et ce patrimoine, ça peut être un patrimoine naturel, mais ça peut être aussi, c'est beaucoup plus difficile d'en parler, un patrimoine social. Par exemple, un ensemble un état de santé ou un ensemble de qualité des relations sociales des personnes. Eh bien, vous pouvez améliorer ou dégrader ce patrimoine social ou ce patrimoine naturel en faisant de la valeur ajoutée et donc en augmentant votre produit intérieur brut. Donc ça, c'est évidemment très, très important. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les évolutions du PIB ne nous donnent aucun signal que des seuils ont été franchis. Et c'est ça que le rapport Stiglitz a bien mis en évidence, notamment dans sa première partie, c'est-à-dire que nous n'avons pas été alertés, le PIB n'est pas capable de nous alerter lorsque des seuils sont franchis. Par exemple, seuil de dégradation de la nature ou seuil de décohésion sociale, je dirais, ou de mal-être social. Alors ça, d'une certaine manière, ça a toujours été le cas, mais il me semble que c'est encore plus grave aujourd'hui. Pourquoi c'est encore plus grave aujourd'hui ?